Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sortie à la maison. Comme chaque vendredi, on est ensemble. 5 mois déjà de vie culturelle sans musée. Une absence physique avec le public qui ne les empêche pas de vivre et de créer hors les murs via les réseaux sociaux. Focus justement ce soir sur le LAM de Villeneuve-d'Ascq, le musée d'art moderne et contemporain. Sa secrétaire générale Laure Roland est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir, très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme chaque semaine, Xavier Silly, journaliste spécialiste culture, est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie et bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Et direction le LAM, évidemment, sans plus tarder. Avec une première question un petit peu plus d'actualité. Plusieurs théâtres sont occupés en ce moment en France, y compris dans notre région. Est-ce qu'on peut imaginer le même type de mouvement, mais cette fois dans les musées ? Alors tout est imaginable. C'est vrai que le secteur du musée est assez différent de celui du théâtre, puisque la vie d'un musée n'a pas la même temporalité que celle d'un théâtre et n'a pas la même dimension événementielle très rassemblée en un temps court qui peut être celui du spectacle. Cependant, le secteur muséal s'est déjà organisé pour essayer de faire comprendre, en tout cas ce qui nous paraît une évidence, c'est que nos lieux sont sûrs et que nous savons nous organiser pour accueillir le public. Vous avez les mêmes revendications finalement, non ? Oui, absolument. Donc on a fait des pétitions du secteur, on a été aussi porté par la presse spécialisée évidemment. Il y a aussi des études scientifiques qui ont été faites donc dans le secteur du spectacle vivant ou muséal sur la circulation du virus dans nos lieux culturels. Évidemment, on porte aussi une discussion auprès de la direction régionale des affaires culturelles, donc on est actif dans le lobbying. Après, le LAM est un musée qui est au milieu d'un parc magnifique, mais pas dans un centre-ville. Donc ça joue. Et pas d'intermittents dans les musées, donc ça pourrait expliquer aussi le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'occupation envisagée. Alors, il y a quelques spectacles qui sont présentés dans les musées qui font que des intermittents peuvent travailler dans des musées, mais ça reste assez ponctuel. En revanche, il y a la question quand même des guides conférenciers. Donc au sein du musée LAM, les guides conférenciers sont majoritairement, je vais parler technique, en contrat à durée indéterminée, et nous avons des renforts en CDD, mais qui perdurent quand même aujourd'hui grâce à nos actions hors les murs, puisque nous restons actifs. Oui. Oui, justement, les actions hors les murs, parce qu'il faut bien continuer un petit peu à démocratiser l'art et à le rendre à chacun. Vous allez dans les EHPAD, dans les hôpitaux et même dans les prisons. Comment ça se passe en cette période de Covid, ces opérations ? Alors, en fait, nous allons dans ces lieux depuis très longtemps, mais c'est vrai que la période exige des renforcements de nos consignes. Nos guides doivent régulièrement faire des tests avant d'aller dans ces lieux. Il y a évidemment le port du masque. Et en dehors de la question sanitaire, je dois dire qu'il y a la question psychologique qui joue. C'est-à-dire que la présence du musée dans ces lieux, nous avons souhaité la faire perdurer, alors qu'on aurait pu dire il y a des dangers. Alors évidemment non, on fait en sorte que les personnes qui travaillent pour nous soient en sécurité, mais il y a aussi cette envie d'accompagner des gens qui sont déjà en difficulté sociale, psychologique. Et vous y faites quoi alors concrètement du coup, parce qu'on ne déplace pas les œuvres. Alors on ne déplace pas les œuvres, encore que parfois on a des œuvres tactiles qu'on peut déplacer, mais on déplace plutôt notre savoir-faire des ateliers et on interagit entre les collections, mais aussi une construction, je dirais, au sein de ces espaces qui va être sur de la manipulation, vraiment comme un atelier d'art plastique. Et ce sont des projets au long cours, donc plutôt sur une année. Ça peut aussi faire intervenir la musique. Donc là, c'est vraiment les groupes parfois de détenus ou des jeunes enfants. La question peut-être que les téléspectateurs se posent aujourd'hui, c'est ce travail de médiation que vous effectuez. Il y a ce but psychologique, vous le disiez, en cette période de Covid, mais c'est quoi l'autre objectif, par exemple, c'est quand on s'adapte à un public de personnes en prison, c'est de les amener à s'éveiller à l'art, de connaître davantage tous les artistes que vous présentez. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une vision scientifique exhaustive. C'est vraiment plutôt de l'ordre de la sensibilisation et de la sensibilité. Comment est-ce qu'on peut s'ouvrir en fait aussi à des domaines qu'on ne connaît pas du tout. Alors, c'est pas toujours vrai, mais en prison, souvent, les détenus n'ont jamais eu de contact avec l'art ou les musées et ils sont très surpris de ce qu'ils y découvrent. Nous avons aussi une collection d'art brut qui est
emblématique en France et qui permet donc l'art brut, si je résume très simplement, et les conservateurs... c'est l'art des fous. Alors, c'est pas forcément... Alors, l'art des fous, non, je dirais pas ça. C'est l'art des personnes qui n'ont pas été destinées à être artistes, mais qui, dans des lieux d'enfermement, souvent, donc ça peut être des prisons aussi, mais c'est vrai, ça a souvent été des asiles d'aliénés, produisent une œuvre artistique. Donc effectivement, ça permet une proximité à l'art sans doute plus simple que si on s'adresse à un sommet de l'art, un Picasso, un Modigliani, que nous avons aussi dans nos collections, mais qui est peut-être plus impressionnant. Ouais, justement, alors on parle de ces EHPAD, ces hôpitaux, ces prisons, mais en cette période de Covid, il faut aussi aller vers le public lambda. C'est via les réseaux sociaux. Comment vous mettez en place ce programme ? Le contact, quoi. Oui, alors le contact, on l'a gardé tout de suite au premier confinement et en fait, on a des équipes, je dois dire, formidables, à la communication, à la médiation, à la conservation et aussi toutes les fonctions support. Je le dis parce que mon poste est de cet ordre-là. Donc, tous les collègues du LAM se sont mobilisés pour offrir des contenus numériques immédiatement. Donc, ça a commencé par les tutos du LAM qui ont été... du coup relayé au niveau national et voire, je dirais, international, mais très marginalement. En tout cas, on a eu des gens du sud de la France qui nous ont dit « on voit vos tutos, c'est vraiment super ». Donc ça, c'était pour accompagner les familles, en fait, dans des activités artistiques. Mais en fait, je dirais qu'on couvre tous les publics possibles. Donc on a, par exemple, des podcasts qui vont être peut-être plus adaptés à un public jeune, étudiant ou jeune actif. Vous avez investi combien dans le budget numérique, parce que du coup ça a explosé ces derniers mois. Vous avez ça a explosé. En fait, c'est tellement diffus dans énormément de postes que je pourrais pas vous répondre parce qu'on l'a pas construit comme ça et qu'on l'a construit en réaction immédiate d'abord. Voilà, et qu'on a beaucoup mobilisé nos ressources internes. C'est-à-dire que nous avons par exemple en interne un caméraman qui fait aussi du montage. Notre chargé des réseaux sociaux aussi sait faire les petites pastilles qui sont publiées sur Instagram. Donc la force aussi de notre équipe a permis cette réactivité et je les en remercie encore. Et justement, alors revenons sur cette visite minute que vous mettez en place. Est-ce qu'on peut en parler en quelques mots ? Oui, en quelques mots, il s'agit de faire découvrir le musée et une œuvre en 1 minute. Donc dans un format qui se veut ludique sans être complètement en dehors de tout contenu scientifique. C'est une accroche en fait de ce que nous pouvons proposer. Donc effectivement, typiquement, ce type de format touche énormément de public. Et j'ai envie de dire un petit mot sur le public senior qu'on oublie parfois. Oui. Et on a constaté pendant le confinement, donc c'est une étude nationale, ça concerne pas que le LAM, que les seniors se sont vraiment aussi emparés de l'outil numérique, ce qui nous fait très plaisir. Nouveau public du coup ? Nouveau public numérique, qui était un public physique, mais qui là, en attente de musée aussi, se porte sur ce numérique. Et justement, on va parler peut-être aussi des jardins. Absolument. Oui, parce que c'est un cadre magnifique, le LAM. Ouais. Je suis très heureuse qu'on en parle. Donc nous avons un parc, même un parc de sculptures, avec ouvert, que nous avons réouvert depuis les vacances scolaires qui viennent les vacances de février. Et je suis très heureuse de voir le public y venir nombreux. Alors oui, pour voir les œuvres, mais nous sommes aussi un lieu de vie. Et c'est vraiment avec ce message que nous avons voulu réouvrir le parc. Et il y a des familles qui viennent pique-niquer, qui viennent jouer, des jeunes qui viennent discuter. Et donc pour nous, c'est un vrai plaisir de voir aussi notre environnement proche revivre. Il y a du passage, ça vit. C'est au-delà du passage en fait. Je pensais qu'on serait un lieu de passage et en fait non. Les personnes se sentent bien dans le parc, ils restent et ça se passe très bien. Et le week-end, on a une très belle présence du public. Peut-être un mot sur les visioconférences parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, de la rapidité, d'accessibilité de l'art avec ces fameuses visites minutes, mais quand on veut vraiment s'attarder sur des faits artistiques, sur des artistes, il y a ces visioconférences qui sont vraiment un peu plus massives. Absolument, absolument. Donc nous proposons ces visioconférences à distance gratuitement, puisqu'en plus c'est un nouveau sujet. Donc on a testé ça assez rapidement et ça fonctionne assez bien. Mais même j'irai au-delà, c'est-à-dire que nous avons eu un colloque en ligne dans le cadre de l'exposition des secrets de Modigliani, qui a été très très bien suivi et même encore mieux suivi parce que diffusé à distance que si nous avions été limités dans les espaces de notre auditorium. Ce que beaucoup nous disent quand ils viennent sur ce plateau, c'est que ça brasse aussi beaucoup plus.
Alors le musée est fermé, on le disait, depuis fin octobre. Est-ce que vous vous projetez déjà sur les 40 ans du LAM en 2023 oui. ou pas? Comment trouver l'énergie? Il faut se projeter en ce moment, donc on n'arrête pas de se projeter. Alors on travaille sur les 40 ans du LAM, mais je vais vous dire, en fait, on y travaille depuis l'année dernière. Alors pas tout le musée, mais effectivement, progressivement, toutes les équipes vont être associées à cette préparation. Donc ce sera une grande fête en soi. Qu'est-ce que vous espérez si la crise est derrière nous? Vous espérez quoi? Une grande fête ouverte? Alors j'espère qu'on sera ouvert avant 2023. Oui, bien sûr. Mais en tout cas pour 2023, nous espérons, nous programmons 2 grandes expositions dont je peux pas encore parler aujourd'hui auprès je suis obligée de faire un peu de teasing, mais il y a deux grandes expositions donc qui vont présenter l'œuvre d'un artiste vivant, peintre, grand sculpteur, et d'un artiste de l'art moderne avec une dimension internationale extrêmement forte, mais je peux pas en dire plus. En revanche, j'ajoute que pour le 40e anniversaire, nous prévoyons aussi un réaccrochage complet mêlant les pans art brut, art contemporain et art moderne de notre collection dans un dialogue, puisque le LAM, ce ne sont pas 3 collections, mais une seule collection et un nouveau regard sur l'histoire de l'art. Donc toujours notre petite touche d'inattendu, et on est très heureux de travailler vers l'avenir. Vers l'avenir 2023. Merci beaucoup, Laure Roland, d'être venue en plateau nous parler du LAM, et on croise les doigts évidemment pour une réouverture très bientôt du musée, des musées de la région. Merci beaucoup, Xavier. On se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, votre magazine, évidemment 100% sport. Nous parlerons cyclisme lundi avec Cédric Vasseur, le manager général de Cofidis. Il sera avec nous notamment pour parler du Paris-Roubaix. Et restez avec nous, l'actualité se poursuit dans un instant avec l'actualité de BFM Grand Lille et Grand Littoral. Nous revenons ce soir sur la campagne des élections régionales et le coup d'envoi de la campagne de Karima Delli pour l'Union de la gauche.